Bien. Alors, je réponds à ça. Alors, d'abord, premièrement, le seul pays arabe que je connais pas trop mal, c'est la Tunisie. C'est là où a commencé le dit printemps arabe. Deuxièmement, ça n'est absolument pas une révolution, contrairement à ce qu'on dit. C'est une révolte qui est partie du centre du pays, d'un étudiant qui était, pour gagner sa vie, obligé de vendre des légumes aux Noirs sur la place du village et qui a été arrêté par la police. Cette révolte a été ensuite exploitée par l'intelligentsia tunisienne, qui est extrêmement limitée mais extrêmement forte, hein, et notamment les journalistes, les gens de droit, les juristes, etc., et qui ont profité de ça pour faire des manifestations pour lutter pour la liberté d'expression, et notamment la liberté de la presse. Et ensuite, tout a été récupéré par les islamistes. Pourquoi? Parce que les islamistes avaient été emprisonnés par Ben Ali et qu'ils ont profité de la révolution, entre guillemets, pour libérer tous les islamistes emprisonnés, y compris les délinquants. Voilà ce que ça dit. Alors, quel rôle des adolescents dans ce mouvement? Je dirais aucun. Aucun spécifique, en tout cas, aucun rôle spécifique. Euh, Évidemment, ils ont joué un rôle dans la révolte, puisque c'était surtout des étudiants diplômés bac plus 3 ou 4 qui ont été qui sont sans travail et qui donc étaient en état de révolte. Leur situation s'aggrave actuellement de jour en jour, le chômage s'aggrave et deuxièmement, l'intelligentsia, les adolescents de l'intelligentsia, eux, de plus en plus, continuent à aller à l'étranger parce que les parents ont de l'argent, donc ils vont se former en France ou au Canada, puisque la France n'est pas très accueillante actuellement. Hein. Et puis les islamistes, ben, vous voyez ce que ça donne. Il y a encore un attentat avec 19 morts aujourd'hui. Oui. Donc voilà, on ne peut rien dire de spécifique. Il n'y a eu aucun mouvement spécifique d'étudiants, notamment. Il n'y a absolument pas eu de mouvement dans les écoles, dans les lycées ou dans les facultés. Pas du tout. Ça, c'est une question extrêmement intéressante et extrêmement vaste. Je dois vous dire modestement que Freud a déjà répondu à cette question. Freud a déjà répondu puisqu'il parlait du transfert dans les maisons de santé à l'époque en Autriche. Et justement, le transfert à ceci de particulier, c'est qu'il était à la fois invisible à l'œil nu, si vous voulez, il est pas, il est caché, et en même temps extrêmement efficace dans les actes, puisqu'il entraîne des passages à l'acte. Donc, il est à la fois inaudible pour le commun du peuple, parce qu'il est inaudible comme il est inaudible l'inconscient, et en même temps, c'est lui qui est responsable de passages à l'acte, comme par exemple le fait de claquer la porte et de partir de l'institution, euh, ou au contraire, de faire des miracles dans l'institution. Donc, dans l'institution, le transfert lui-même est extrêmement présent, comme partout, mais il n'est pas contrôlable. Deuxièmement, quand il y a un transfert qui se produit grâce au fait qu'il y a un thérapeute qui a une certaine écoute dans une institution, et bien ce qui se passe, c'est que les autres, ceux qui ne bénéficient pas ou qui n'ont pas voulu bénéficier de cette écoute, sont jaloux.
sont jaloux et vont tout faire pour diminuer ce transfert, pour le moquer. Et ça donne des conflits entre les adolescents quand c'est une institution pour adolescents qui sont extrêmement fréquents et là aussi qui sont très peu contrôlables. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi, en même temps qu'une introduction de psychanalyse dans l'institution, il faut aussi qu'il y ait un mouvement de l'ensemble de l'institution autour de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, qui existe en France depuis la Deuxième Guerre et qui a été développée notamment par M. Houry, qu'on connaît bien. Voilà, c'est le seul moyen pour essayer de contrôler quelque chose de l'ordre de la psychanalyse dans l'institution. Justement, le problème, c'est que c'est très difficile. En particulier, quand tu es un thérapeute dans une institution qui a cette écoute-là, qui va écouter donc des jeunes, des adultes, enfin, peu importe, il faut qu'il s'occupe aussi des gens de l'institution. C'est-à-dire qu'il faut qu'il les écoute aussi. Il faut qu'il les écoute aussi et qu'il leur fasse comprendre ce qui se passe. Parce qu'il ne peut pas faire son petit business tout seul dans son coin. Ça, c'est pas possible. Donc il est obligé de faire un travail institutionnel en quelque sorte. Il est obligé d'avoir en tout cas l'accord déjà du chef de service, du directeur. Il est obligé de s'occuper aussi de ces gens-là pour leur expliquer ce que c'est que son métier, ce qu'il fait et à quoi ça sert. Voilà, donc il est obligé de... C'est un double travail. Non seulement il y a le travail avec le patient, mais il y a le travail avec l'institution, en tout cas les gens qui s'occupent de ce patient-là dans cette institution. Donc c'est un travail difficile et compliqué. Je crois qu'on ne peut pas répondre là brièvement sur une question aussi vaste, parce que c'est effectivement la question que nous, en France, nous avons tous rencontré dans des institutions comme par exemple l'hôpital psychiatrique ou des institutions qui n'étaient absolument pas sensibilisées à la psychanalyse. Mais ça, il y aurait beaucoup à dire, tellement on ne peut pas répondre dans le cadre d'une question limitée. Eh bien, c'est que le miroir n'est pas la photo. Tout simplement, parce que je vais vous raconter une histoire. J'ai un patient qui est un garçon qui était anorexique et qui m'a expliqué que dans le miroir, il ne voyait que son ventre. Et alors, comme il avait le ventre un petit peu pas très plat, il ne jugeait la nourriture qu'il devait prendre, son anorexie, si j'ai bien compris, uniquement en regardant son ventre. Mais il ne voyait pas le reste des membres qui maigrissaient. Parce que le miroir n'est pas la photo. Le miroir, c'est extrêmement subjectif, comme on va le voir demain. Et comme tu l'expliqueras peut-être tout à l'heure. Enfin, c'est extrêmement subjectif, le miroir. Le miroir, on ne voit que ce qu'on veut voir dans le miroir. On ne se trouve pas spécialement maigre. C'est l'entourage. C'est un regard plus objectif et en tout cas extérieur. Alors, pour répondre à cette question, j'ai trouvé une définition de Lacan sur l'identification. Lacan dit l'identification, c'est les transformations chez la personne quand la personne assume une image. C'est-à-dire en quoi le fait de s'approprier
une image, une imago, c'est-à-dire enfin, des caractéristiques d'autres, hein, peut vous transformer. Hein. Alors ça c'est vrai pour l'identification qu'on appelle symbolique, puis, qui est due à une introjection, hein, pour reprendre le terme de Ferenczi, hein, c'est dû à... Ce n'est pas le fait d'une identification imaginaire. Alors évidemment, quand on essaie de repérer bien sûr les identifications quand on écoute un patient, notamment les identifications précoces. Précoces à la mère ou au père. Et ça, c'est des choses qui sont, je dirais, structurelles. C'est pour ça que c'est capital de s'en rendre compte et de les comprendre. Alors, la dernière question, c'est sur le père imaginaire et le père symbolique. Alors bon, ça, c'est aussi une vaste question, mais je ne sais pas si je peux y répondre, parce que le père symbolique, c'est quoi? C'est le nom du père, c'est le signifiant du nom du père, pour les lacaniens. C'est ça le père symbolique. Alors, comment est-il introducté, justement? Comment s'identifie-t-on à ce père symbolique? C'est ce qui vous protège de la psychose, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais alors, le père imaginaire, par contre, c'est le père courant, on dirait. C'est le père sous toutes ses facettes. Alors ça, vous avez toutes sortes d'identifications ou de contre-identifications, vous savez bien, hein, qui peuvent agir. Mais l'identification au père symbolique, elle est indispensable si on veut ne pas être fou. Mais c'est en même temps l'introjection de la loi. Hein, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est la loi qui est introductée, je dirais même malgré le père. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il Alors, là aussi, c'est une question très vaste. Hein. Je crois qu'il faut quand même distinguer le schéma corporel, qui intéresse plutôt les médecins, les rééducateurs, etc., et l'image inconsciente du corps, qui, elle, intéresse plutôt les psychanalystes. Dans le schéma corporel, c'est la prise de conscience, c'est conscient dans le schéma corporel. C'est la prise de conscience par l'enfant de son corps, de ses possibilités de se mouvoir dans l'espace. Ça donne à l'enfant une image concrète de ses possibilités d'action, un contrôle de ses mouvements, un sentiment de sécurité dans ses activités motrices. Bon, l'image inconsciente du corps, c'est quand même beaucoup plus compliqué, complexe. Les deux se construisent dès la naissance, ou même peut-être avant, hein, à partir des perceptions internes, des perceptions externes. Et pour se constituer, les deux ont une condition pour se constituer, c'est le passage par le stade du miroir, qui va constituer l'enfant qui va constituer le moi de l'enfant, hein, qui va le constituer comme sujet, ce qui suppose qu'il soit inscrit dans le langage. Ou au minimum, bon, donc, alors chez l'enfant, qu'il soit handicapé ou pas d'ailleurs, on appréhende à la fois le schéma corporel mais aussi l'image inconsciente du corps par ses productions symboliques et avant tout le dessin, mais aussi par le langage, par les relations à l'autre et par son activité psychomotrice, hein, pour avoir une idée de son schéma corporel. Donc tous ces éléments nous donnent des indications précieuses sur comment l'enfant fonctionne dans son schéma corporel, mais également, je dirais, dans son moi, qui est à la fois conscient et inconscient, dans son image
dans son image du corps. Et chez l'enfant handicapé, alors, la lecture de ces deux indications, enfin le schéma corporel et l'image du corps, est très complexe, hein, parce que s'entrecroisent des tas de facteurs, des limitations, des pathologies qui sont d'origine lésionnelle. On pense aux enfants qui sont infirmes moteurs cérébraux, qui ont des anomalies génétiques. Et puis, comme chez tout enfant, il y a une lecture des troubles de la structuration psycho-affective et relationnelle. Hein. Et ces deux domaines s'intriquent étroitement. Et la grande difficulté, c'est d'avoir une lecture de ces troubles, du schéma corporel ou de l'image du corps, en étant suffisamment ouvert et surtout en évitant à tout prix, en se gardant des liens de cause à effet. Hein, et de dire, voilà, l'enfant a telle limitation dans son schéma corporel, et bien c'est parce qu'il a telle lésion. Ou alors, l'enfant dessine cela ou a un trouble de la relation, et c'est parce que son père ceci, sa mère cela, etc. Je crois que ce qui est très important, c'est d'essayer de garder une image un petit peu pluraliste de ces différentes grilles de lecture. Alors maintenant, l'enfant handicapé, comme disait Winnicott, un enfant, ça n'existe pas. Hein, et il y a des multitudes de sujets, et la clinique que nous avons avec les enfants handicapés, c'est justement, avec l'approche médicale, mais aussi avec la psychanalyse, c'est d'avoir une lecture de garder une lecture la plus complexe possible. C'est justement faire l'éloge de la complexité plutôt que celle de la relation cause à effet. Voilà. Je ne peux pas vous donner beaucoup plus. Moi, je suis plus spécialiste des enfants sourds et plurihandicapés qui posent une question assez particulière pour l'accès au symbolique et à la langue. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.